Alors, le principe de cette exposition, c'est d'inverser un peu les tendances par rapport aux expositions précédentes qui avaient eu lieu sur l'art précolombien, mais c'est de montrer, en somme, quels étaient les objets qui, pour eux, étaient les plus importants. Et en fait, on s'est rendu compte, après une étude générale, que s'ils devaient classer leur art, ils auraient mis probablement le textile comme art premier, art majeur. Et donc, on a voulu rendre justice aussi à ce qu'eux trouvaient beau également. Une des premières pièces qu'on va trouver, c'est une tunique militaire à damier, qu'on a choisie car emblématique du titre de l'exposition, Inca Dress Code, c'est une pièce effectivement Inca, et dont nous avons ici le code d'habit, puisque l'on sait pour qui il était fait et quel était son usage. On le sait grâce à qui? À Francisco de Jerez, qui est le secrétaire personnel de Francisco Pizarro, qui est le grand conquérant du Pérou au début du XVIe siècle, et il note toute une chronique sur la conquête, et on le sait que quand il est à Caramarca, il va voir arriver l'empereur, et cet empereur va être précédé de sa garde personnelle. Et cette garde personnelle est habillée de cette tunique à col rouge et à damier noir et blanc. Et donc on sait, on apprend en réalité par cette chronique et par d'autres éléments que ce sont des tuniques qui sont offertes par l'Inca lui-même, l'empereur Inca, aux soldats militants. Et c'est un cadeau véritablement de l'empereur et des filatures de l'empereur, puisqu'il avait sa propre manufacture pour ces textiles. Et donc ces textiles ont été créés pour être donnés à un général, à un soldat méritant, et pour lui signifier qu'il va faire partie de la garde personnelle de l'empereur Inca. La difficulté évidemment dans ces textiles, c'est parfois l'attribution chronologique ou la datation, et puis parce que plus on va remonter dans le temps, moins on a de renseignements directs. Alors on est obligé évidemment de reprendre les écrits des premiers Espagnols qui vont décrire les textiles Inca, par des études ethnographiques aussi qui sont faites de nos jours, pour comprendre le textile, puisque la tradition n'est pas perdue. Alors ce qui est intéressant dans le textile, c'est cette importance justement des fils de chaîne et des fils de trame qui vont se croiser. C'est donc cette dualité qui est très importante, qui est chère aux cultures précolombiennes, d'opposer le soleil à la lune, le jour, la nuit, l'or et l'argent en l'occurrence, mais aussi le masculin et le féminin. Et lorsqu'on compare avec les positions actuelles des tisserandes, elles ont tendance à dire qu'il y a des fils masculins qui se croisent avec des fils féminins. Alors, outre ça, il y a les motifs qui vont orner, et la plupart des motifs, et parce que les tissus que nous avons aujourd'hui sont reliés au contexte funéraire, eh bien on va voir toute une iconographie qui est liée à ce monde funéraire. On a par exemple un haricot en train de germer, que l'on peut comparer aux ballots funéraires qui emballent les morts et qui sont destinés à revivre. On a ces monstres, ces créatures qui sont sur certains textiles que l'on pense être des créatures qui éloignent les mauvaises âmes du mort, puisque beaucoup de ces textiles entouraient les morts. Alors il y a une dimension aussi très importante et sacrée dans le textile. On le sait, c'est un objet vraiment important, c'est un objet qui va être utilisé comme sacrifice, comme offrande, et qui a une dimension sacrée, et on ne verra jamais un textile qui est coupé. Donc on ne peut pas couper le textile, pour deux raisons. Une raison pratique, lorsqu'il y a un tissage vraiment complexe, si vous coupez, vous risquez de perdre des fils qui vont s'efflocher, mais il y a ce contexte aussi sacré, où vous ne pouvez pas démolir en quelque sorte une création qui se rapproche du divin dans la finesse de ce qui est représenté. Néanmoins, ce qu'on va retrouver sur certains textiles, c'est un jeu d'erreurs, puisqu'effectivement, devenir tisserand et produire un textile comme ça, se fait nous rapprocher du divin, et donc on va voir, alors on ne sait pas très bien si c'est une signature ou si c'est une volonté d'erreur réellement causée exprès, pour ne pas se rapprocher de ce divin. Et on voit sur certains textiles des images qui sont semblables, ou d'un premier abord nous semblent semblables, sur des défilés par exemple d'oiseaux qui vont à gauche ou qui vont à la droite, et puis on va retrouver par exemple un oiseau qui ne va pas dans le même sens que l'autre, ce qui n'apparaît pas au premier regard, mais qui se découvre au fur et à mesure dans le textile. Donc le principe même de l'exposition, c'est vraiment parcourir l'art textile à travers toute l'époque précolombienne pour arriver aux Incas et montrer qu'ils sont les héritiers des traditions précédentes. Mais le but est aussi de montrer que dès le départ, la technologie, la technique même du textile, de réaliser le fil et d'avoir ce textile qui est tissé sur ces métiers à tisser, est quelque chose qui est maîtrisé déjà d'il y a très longtemps. Et l'on va voir justement à travers les époques différentes manières de traiter ce textile, par la broderie, par un point bouclé, par des textiles qui sont peints,
Mais on va voir que toutes ces traditions vont perdurer, et la fin de l'exposition justement, c'est pour montrer que ces traditions existent encore de nos jours, et on la retrouve dans les textiles qui sont réalisés encore au XXe siècle et au XXIe siècle, puisqu'il y a une résurgence de cet art traditionnel. L'exposition comporte 216 objets au total. Alors c'est difficile de faire une sélection, surtout pour quelqu'un qui a fait l'exposition, donc j'ai des coups de cœur, mais on va dire 3 grands coups de cœur dans l'exposition. Un textile Paracas qui a plus de 2000 ans et qui a un magnifique textile brodé. Nous avons une paire de pendants d'oreilles qui est en coquillage, qui est fait de mosaïque de coquillage, qui est exceptionnel. Et puis nous avons trouvé dans nos réserves un fragment de textile, mais que nous pouvons relier à l'empereur Inca lui-même, et qui est donc exceptionnel dans la finesse du traitement de ce textile. Le textile Paracas est exceptionnel, c'est un prêt de Stuttgart, et ce textile est particulier parce que d'abord il est complet, c'est un des plus vieux textiles Paracas et des plus complets qu'une collection européenne possède, et c'est un textile qui fait un peu plus de 2 mètres de long, qui est teint à l'indigo, sur lequel des figures mythologiques ont été brodées. Chaque figure est similaire, c'est toujours les mêmes figures, une créature avec une bouche de jaguar, avec une queue de serpent, avec une aile d'oiseau, est composée chaque fois de 16 fils de couleurs différentes. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces 16 fils vont être utilisés de différentes manières à différents endroits, et on croit que c'est chaque fois le même motif qui est représenté, mais en réalité, ils sont chaque fois traités avec des couleurs différentes, et il y a un véritable jeu pour essayer de retrouver justement d'une figure à l'autre quelles sont les différences. Concernant le deuxième objet, il y a donc ce qu'on appelle un pendant d'oreille, qui est une âme en bois avec un long tube, puisqu'en fait on se l'enfonçait dans le lobe de l'oreille, et depuis le plus jeune âge on enfonçait pour détendre en fait ce lobe d'oreille, et sur lequel il y a une mosaïque de coquillages qui est particulièrement intéressante, qui date de l'époque Chimou. On est ici vers 1200 à peu près de notre ère, et on a un tout petit personnage qui est représenté avec sa coiffe de plumes, avec sa petite chemise à manches et son pagne, et le tout est réalisé avec une mosaïque de différents coquillages colorés, puisqu'effectivement, outre les fils colorés, les plumes colorées, ils ont utilisé le coquillage et toutes les variantes de couleurs pour réaliser leur art. En ce qui concerne le troisième textile qui est vraiment très intéressant, c'est un petit fragment, il fait 22 cm de long, ce qui n'est pas énorme. Par contre, il est vraiment très important, dans le sens où nous pouvons en dire beaucoup sur ce textile, et on peut le relier à une personne très importante, à savoir l'empereur Inca lui-même. En effet, il y a une bande noire sur ce textile. Le noir est une couleur réservée à l'empereur et à son entourage, et les motifs sont des motifs, ce qu'on appelle des tokapu, qui sont des sortes de petits blasons qui sont liés à des régions, à des villages, qui sont conquises par l'empereur et dont il va donc se décorer. Alors on a fait une analyse aussi technologique de ce textile, qui a pu montrer que c'est du poil de vigome qui a été utilisé. Alors il faut savoir qu'à l'époque Inca, le poil de vigome est réservé à l'entourage de l'empereur. Et puis nous avons pu constater aussi la technologie qui a été mise au point pour la réaliser, et c'est en réalité un des textiles les plus fins au monde, puisqu'on va trouver en fil de chêne jusqu'à 162 fils au centimètre. C'est donc un objet exceptionnel, parce que dans la finesse, il y a très peu de choses qui peuvent être comparées à lui, et même les soieries asiatiques ne peuvent pas être comparées dans la finesse. Et donc ces 4 éléments nous permettent de dire que c'est un textile, un fragment, qui devait appartenir à une tunique, qui était probablement porté par l'empereur Inca lui-même.